Le 16e arrondissement de Paris baignait dans la lumière froide d'un après-midi d'automne. À l'intérieur de la Halle Prestige, le fleuron de la chaîne de supermarchés d'Alain Beaumont, le silence était presque assourdissant, seulement rompu par le roulement feutré des chariots sur le sol en marbre poli. L'air y était frais, aseptisé, et chaque produit semblait avoir été placé sur les étagères avec une précision chirurgicale. Les clients, vêtus avec une élégance discrète, déambulaient dans les allées larges comme s'ils flottaient, leurs visages impassibles, reflétant l'atmosphère clinique du lieu. C était un temple de la consommation de luxe, un monde parfaitement ordonné où chaque détail était maîtrisé. Mais sous cette surface impeccable, une fissure était sur le point d'apparaître, un drame humain silencieux qui allait ébranler les fondations de cet empire de perfection matérielle. Juste là, à la caisse numéro 7, Alain Beaumont se déplaçait dans son magasin comme un général, inspectant ses troupes. À 52 ans, il était l'incarnation du succès. Son costume italien, d'une coupe irréprochable, ne présentait pas le moindre pli. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés en arrière, et sa posture rigide témoignait d'une discipline de fer. Son regard, cependant, était sa véritable signature. Des yeux perçants qui ne voyaient pas les gens. Mais les chiffres, les marges de profit, les inefficacités, il analysait les angles des présentoirs, la vitesse des transactions, la propreté des uniformes. Il était l'architecte de ce monde stérile et il en était fier. Pour lui, l'émotion était une variable imprévisible, une faiblesse à éliminer du système. Il passait devant la ligne des caisses, son visage une toile vierge, quand son regard fut attiré par une anomalie. Ce n'était pas d'un dysfonctionnement de la machine ou une erreur de prix. C était une larme. Une seule larme qui traçait un sillon lent et brillant sur la joue de Clara, l'hôtesse de la caisse 7. La jeune femme continuait son travail avec une concentration mécanique, scannant les articles d'un client sans un mot, mais son visage fatigué, marqué par des cernes violacées, était une carte de sa douleur. Ses mains tremblaient légèrement. Alain s'arrêta. Une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, peut-être l'écho lointain d'une blessure ancienne et enfouie, le poussa à enfreindre son propre protocole. Il attendit que le client S éloigne et s'approcha. Sa voix, habituellement réservée aux ordres, se fit presque douce. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda-t-il. Cette simple question, chargée d'une humanité inattendue, fit voler en éclats la fragile armure de la jeune femme. Les mots de Clara sortirent dans un souffle étranglé, un torrent de désespoir, contenu depuis trop longtemps. Elle lui parla de sa fille de 6 ans, Sophia, hospitalisée pour une maladie grave. Elle lui parla du traitement coûteux que la sécurité sociale ne couvrait que partiellement. Puis, la voix brisée, elle lui révéla la raison de cette larme solitaire. Son salaire de ce mois-ci avait été amputé de moitié, sans explication valable, la laissant incapable de payer les soins vitaux pour son enfant. Pour Alain, cette injustice saine n'était pas qu'une simple faute de gestion. C était une trahison fondamentale des valeurs qu'il pensait avoir bâties. C'est dans ces moments de vérité brute qu'une vie peut changer pour toujours. Et c'est pour continuer à vous raconter ces histoires poignantes que votre abonnement est si important pour nous. La révélation de Clara venait de déclencher une alarme bien plus profonde qu'un simple problème de paix. Le bureau improvisé d'Alain, une petite pièce vitrée surplombant les allées, était aussi impersonnel que le reste du magasin. Un bureau en métal, 2 chaises et une vue sur son royaume de consommation. Il fit signe à Clara d'entrer, son geste dénué de l'autorité habituelle. L'air y était plus confiné, chargé d'une tension palpable. Clara s'assit sur le bord de la chaise, ses mains jointes sur ses genoux comme une écolière convoquée chez le proviseur. Alain ne s'assit pas derrière le bureau, mais prit la seconde chaise, se plaçant à son niveau, réduisant la distance physique et hiérarchique qui les séparait. Le silence s'installa un instant, un silence lourd, où le bruit feutré du magasin semblait venir d'un autre monde. Il attendait, lui qui n'attendait jamais personne, donnant à cette jeune femme l'espace pour rassembler les morceaux de son histoire brisée. Clara sortit de son portefeuille une photo usée,
les bords cornés à force de être touchés. On y voyait une petite fille aux yeux pétillants de malice, un grand sourire édenté illuminant son visage. « Voici Sophia », murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Elle raconta l'hôpital public, les couloirs qui sentent l'antiseptique et la peur, les nuits passées sur une chaise inconfortable près du petit lit métallique. Elle décrivit la chambre aux murs jaunes, décorée avec les dessins de sa fille, des soleils et des fleurs aux couleurs vives qui luttaient contre la pâleur de la maladie. Elle parla du courage de Sophia, de ses questions sur quand elle pourrait retourner à l'école, de sa façon de transformer le goutte à goutte en partenaire de jeu imaginaire. Chaque mot était une image, une peinture vivante de son amour et de son angoisse. Le récit de Clara avait réveillé un fantôme dans l'esprit d'Alain. Il ne voyait plus seulement une employée en détresse, mais le reflet d'une douleur qu'il avait enterrée sous des décennies de travail acharné. Le souvenir d'une porte d'hôpital fermée, d'une impuissance financière qui avait coûté la vie à un être cher, remonta à la surface avec une violence inouïe. C était avant la Halle Prestige, avant les costumes italiens et les voitures de luxe. C était le temps où chaque franc comptait, où la maladie était un ennemi invincible, non pas à cause de la science, mais à cause de l'argent. Il avait juré de ne plus jamais se sentir aussi faible, et il avait réussi. Mais à quel prix? En écoutant Clara, il comprit que les murs de son empire n'étaient peut-être qu'une forteresse pour protéger une vieille cicatrice. Elle expliqua ensuite le mécanisme de l'injustice. Vincent Dubois, le directeur du magasin, un homme au sourire charmeur et aux manières impeccables, avait mis en place un système de ponctions officieuses, des frais de gestion inexistants, des avances sur salaire, jamais demandées mais déduites, des erreurs de calcul systématiques sur les heures supplémentaires. Il ciblait les plus vulnérables, les mères célibataires, les jeunes sans expérience, les employés immigrés. La peur du licenciement, surtout dans une ville comme Paris où chaque emploi est précieux, assurait leur silence. Vincent était un maître de la manipulation, créant un climat de méfiance où personne n'osait parler. C'est face à de telles injustices, si silencieuses et si destructrices, que des voix doivent s'élever, et c'est pour cela que votre soutien, en vous abonnant, nous permet de continuer à leur donner une tribune. Alain écouta sans l'interrompre, son visage une plaque de marbre. Mais à l'intérieur, une colère froide et précise prenait forme. Quand elle eut fini, il ne proposa pas d'argent. Un chèque aurait été une insulte, une façon de calmer sa propre conscience et de clore le dossier. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui allait à l'encontre de toutes ses habitudes. Il la regarda droit dans les yeux, son regard de prédateur des affaires transformé en une lueur d'allié. « Je vous crois », dit-il simplement. Les mots étaient si inattendus que Clara leva la tête, surprise. « Mais je ne peux rien faire sans preuve. Vincent est un homme apprécié de la direction régionale. J'ai besoin que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Je vous fais confiance. » Cette phrase, plus que n'importe quelle somme d'argent, fut une bouée de sauvetage. L'espoir était une chose terrifiante. Il était plus fragile que le verre et plus douloureux que le désespoir quand il se brisait. Pendant des mois, Clara avait survécu en se concentrant uniquement sur le lendemain, sur le prochain salaire, sur la prochaine visite à Sophia. L'idée qu'un homme comme Alain Beaumont, une figure presque mythique, puisse se ranger de son côté était vertigineuse. La peur la paralysait, la peur de Vincent, la peur de perdre son emploi si tout cela échouait, la peur de décevoir cet homme qui venait de lui accorder une confiance qu'elle n'avait jamais reçue de personne. Mais, sous la peur, une nouvelle force germait. Ce haine était plus seulement pour Sophia qu'elle devait se battre, mais aussi pour sa propre dignité, pour celle de ses collègues silencieux. Pendant ce temps, Vincent Dubois observait de loin la scène dans le bureau vitré. Il ne pouvait pas entendre, mais il pouvait voir. Il voyait l'attention inhabituelle que le grand patron portait à une simple caissière. Il voyait la durée de l'entretien. Son instinct de survie, affûté par des années de petite corruption, lui cria que quelque chose n'allait pas.
Son sourire était une arme, et il l'utilisa immédiatement, se rapprochant de ses adjoints, distillant le poison du doute. Il commença à répandre des rumeurs sur Clara, la décrivant comme instable, une menteuse cherchant à attirer l'attention pour obtenir une promotion ou un dédommagement. Il préparait déjà le terrain, tissant une toile pour isoler sa proie avant même qu'elle ne sache qu'elle était chassée. La pression monta d'un cran lorsque le téléphone de Clara vibra. C était l'hôpital. La voix de l'infirmière était douce, mais portait une urgence qui lui glaça le sang. La fièvre de Sofia était montée en flèche et les médecins envisageaient de changer de protocole pour un traitement plus agressif, et donc plus coûteux. Le temps était désormais compté. Chaque jour qui passait n'était plus seulement un jour de travail de plus, mais un jour de moins pour trouver l'argent qui pourrait sauver sa fille. L'angoisse devint un étau qui lui serrait la poitrine, rendant chaque respiration difficile. Elle devait agir vite, mais comment se battre sur deux fronts à la fois contre la maladie de sa fille et la malveillance de son supérieur? De son côté, Alain se heurta rapidement à un mur de silence. Ses premières enquêtes discrètes auprès des services des ressources humaines et de la comptabilité ne révélèrent rien d'anormal en surface. Les dossiers de Vincent étaient impeccables, ses chiffres irréprochables. Les quelques employés qu'il tenta d'approcher se dérobèrent, leurs yeux fuyants trahissant leur peur. L'empire qu'il avait bâti, si efficace pour générer du profit, semblait soudain impénétrable de l'intérieur, protégé par une bureaucratie qu'il avait lui-même mise en place et par la crainte qu'inspirait son management. Il réalisa avec une frustration amère que son pouvoir avait des limites. Il ne pouvait pas ordonner la vérité. Il avait besoin de Clara, de son courage tranquille et de sa connaissance du terrain. Ce soir-là, il l'appela sur son téléphone personnel, un geste qu'il n'avait jamais fait pour un employé de ce niveau. Il ne demanda pas de nouvelles de l'enquête. Sa première question fut « Comment va Sofia ?» Cette simple phrase changea tout. Pour la première fois, Clara sentit qu'il ne la voyait pas comme un instrument pour démasquer un fraudeur, mais comme un être humain, une mère terrifiée. Elle lui parla de la fièvre, de sa propre fatigue, de son sentiment d'impuissance. Il le écouta, son silence à l'autre bout du fil, étant pas vide, mais plein d'une empathie nouvelle et maladroite. C'est ce genre de tournant, ce moment où l'humanité prend le dessus, que nous cherchons à partager. Chaque abonnement est une pierre ajoutée à cet édifice de récits inspirants. La confiance d'Alain avait allumé une petite flamme au plus profond de Clara. Elle commença à observer, à écouter, non plus avec la passivité d'une victime, mais avec l'acuité d'une enquêtrice. Elle nota les incohérences dans les plannings, les caissières assignées à des postes fantômes durant quelques heures, le temps de justifier des paiements qui n'arrivaient jamais. Elle se souvint de conversations, de plaintes étouffées d'anciennes collègues qui avaient démissionné sans explication. Elle contacta l'une d'elles, une jeune femme qui avait déménagé en province et qui, loin de l'influence de Vincent, accepta de témoigner par écrit. Lentement, méticuleusement, elle rassemblait les pièces d'un puzzle que personne n'avait jamais osé regarder en face. Sentant le danger se rapprocher, Vincent décida de passer à l'offensive. Il ne pouvait pas se permettre de laisser Clara et Alain tisser leur toile. Il orchestra alors sa dernière manœuvre. Utilisant son accès aux caméras de sécurité et sa maîtrise des registres de caisse, il monta un dossier accablant contre Clara. Il manipula les images, falsifia des signatures sur des bordereaux de dépôt, créant l'illusion parfaite d'un vol. Le lendemain matin, il déposa un rapport officiel auprès de la direction régionale, accusant formellement Clara de détournement de fonds. Le piège était tendu. Il ne s'agissait plus seulement de prouver son innocence, mais de se défendre contre une accusation criminelle qui pouvait la détruire complètement. La salle de réunion improvisée, installée dans l'arrière-boutique habituellement réservée au stockage, était froide et impersonnelle. La lumière crue des néons se reflétait sur la table en formica, créant une atmosphère clinique presque chirurgicale. Autour de la table se trouvait Alain, le visage fermé comme un poing, Vincent, affichant une confiance presque arrogante,
et 2 directeurs régionaux aux visages impassibles, venus pour ce qu'ils croyaient être une simple procédure disciplinaire. Clara était assise légèrement en retrait, droite et silencieuse, ses mains posées à plat sur ses genoux. Elle n'était pas là en tant qu'accusée, mais en tant que témoin, silencieux de la vérité. Vincent la regarda avec un sourire condescendant, persuadé que le piège qu'il avait si méticuleusement préparé allait se refermer sur elle, ignorant que le véritable prédateur dans cette pièce n'était pas lui. Alain posa un mince dossier sur la table. Le bruit sec du papier sur le formica fut le seul son dans le silence tendu. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il fixa Vincent de son regard perçant, un regard qui avait fait et défait des carrières. « Vincent, nous avons un problème de gestion dans ce magasin, un problème de confiance. » Il commença alors à énumérer, d'une voix calme et dénuée de émotion, les faits que Clara avait rassemblés. Il parla des témoignages écrits d'anciennes employées, des schémas de déduction inexplicables sur les fiches de paie, des anomalies dans les plannings qui coïncidaient avec les ponctions. Le sourire de Vincent se figea. Il tenta d'interrompre, de parler d'erreurs administratives, d'une employée mécontente cherchant à nuire, mais la voix d'Alain, tel un rouleau compresseur, continua son exposé méthodique, implacable. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, Vincent joua sa dernière carte. Il se leva, adoptant une posture d'indignation outragée, et présenta son propre dossier, celui qu'il avait monté contre Clara. « Le vrai problème, Monsieur Beaumont, le voici !» Sa voix résonna dans la petite pièce. Il déroula son récit, parlant d'une mère célibataire désespérée, manipulant les registres de caisse, détournant de petites sommes, en espérant que personne ne le remarquerait. Il montra les bordereaux falsifiés, les extraits de vidéos de surveillance habilement montés. Il était convaincant, son ton mêlant fausse compassion et fermeté professionnelle. Il regarda les directeurs régionaux, cherchant leur soutien, puis se tourna vers Clara avec un air de pitié. « C'est une tragédie humaine, bien sûr, mais nous ne pouvons tolérer le vol. » Alain laissa le silence s'installer, un silence lourd, pesant. Il ne regarda même pas les preuves de Vincent. Puis, il se leva à son tour, non pas avec colère, mais avec une gravité qui glaça l'atmosphère. « J'ai bâti cet empire sur une seule promesse, la valeur. La valeur de nos produits, la valeur de notre service. Mais j'ai oublié la valeur la plus importante, celle des gens qui le font vivre. » Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans un souvenir lointain et douloureux. « J'ai bâti tout ceci pour que personne n'ait à vivre l'impuissance que j'ai connue, celle de ne pas pouvoir payer des soins pour quelqu'un qu'on aime. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, Vincent, vous avez volé la dignité. Vous avez volé l'espoir. Et ça, c'est une faillite qu'aucune marge de profit ne peut compenser. » Les mots d'Alain eurent l'effet d'une déflagration. Les directeurs régionaux, habituellement si prompts à défendre la ligne de l'entreprise, restèrent muets, visiblement ébranlés. Le visage de Vincent se décomposa, toute son assurance se évaporant pour ne laisser place qu'à une peur abjecte. Alain le fixa une dernière fois, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Vous êtes renvoyé, sur le champ. La sécurité vous raccompagnera. » Puis, dans un geste qui stupéfia l'Assemblée, il se tourna vers Clara. Il s'approcha d'elle et, devant les directeurs qui représentaient tout l'appareil hiérarchique de son empire, il baissa légèrement la tête. « Au nom de la Halle Prestige, et en mon nom personnel, je vous présente mes excuses, Clara. Nous vous avons laissé tomber. » C était plus qu'une réhabilitation. C était la reconnaissance d'une valeur humaine qui transcendait tous les bilans comptables. L'onde de choc de la réunion se propagea en silence. Vincent Dubois fut escorté hors du magasin sans un mot, son arrogance évaporée, laissant derrière lui un vide que le soulagement commença aussitôt à combler. Alain ne perdit pas un instant. Il passa un seul appel, et l'intégralité des frais médicaux de Sophia, passés et à venir, furent pris en charge par un fonds personnel qu'il venait de créer. Il se tourna ensuite vers Clara, dont les yeux étaient encore remplis d'une incrédulité mêlée de larmes. « Prenez le temps qu'il vous faut. Votre seule priorité maintenant, c'est votre fille,
lui dit-il d'une voix douce. Pour la première fois depuis des mois, Clara put respirer sans que l'angoisse ne lui serre la poitrine. La justice n'avait pas été un combat bruyant, mais une vérité tranquille qui avait simplement repris ses droits. Une semaine plus tard, Clara fut convoquée non pas dans le petit bureau vitré du magasin, mais au siège social de la Halle Prestige, un immeuble de verre et d'acier dominant Paris. Elle entra dans le bureau d'Alain, s'attendant à une simple formalité, peut-être une compensation financière. Mais Alain lui proposa autre chose. « Je vous nomme directrice des opérations pour l'ensemble du réseau », annonça-t-il sans préambule. Devant son silence stupéfait, il ajouta « Ce n'est pas de la charité, Clara. Vous m'avez rappelé ce que signifie la vraie valeur. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui a vu le pire de notre système, pour en construire le meilleur. » Sa première mission fut de rédiger une nouvelle charte des ressources humaines et de créer un fonds d'urgence pour les employés en difficulté. Elle accepta, animée non pas par l'ambition, mais par une farouche détermination à protéger les autres. Les années qui suivirent virent la transformation de la Halle Prestige. Sous l'impulsion de Clara, l'entreprise devint un modèle de responsabilité sociale. Les salaires furent réévalués. Des programmes de soutien psychologique et d'aide juridique furent mis en place. La productivité augmenta, non pas sous la pression de la peur, mais grâce à la loyauté et au respect. Alain, de son côté, avait trouvé un nouveau souffle. Il délégua la gestion quotidienne pour se consacrer à la nouvelle fondation de l'entreprise. Il était devenu une figure familière pour Sophia, qui avait complètement recouvré la santé. Il lui apportait des livres, l'emmenait au parc et comblait avec une tendresse maladroite le vide d'une figure de grand-père. Il avait enfin compris que bâtir un empire n'avait de sens que si ses fondations reposaient sur l'humanité. 3 ans plus tard, le soleil brillait sur la terrasse du siège social. Clara, vêtue d'un tailleur élégant, se tenait devant un micro, son assurance tranquille irradiant. À ses côtés, une petite Sophia de 9 ans, les joues roses et le regard pétillant de santé, tenait un ruban rouge. Était l'inauguration officielle de la Fondation Sophia, dédiée à la santé des enfants de tous les collaborateurs. Un peu en retrait, Alain Beaumont, les cheveux plus blancs mais le sourire sincère, regardait la scène, une chaleur dans les yeux que personne ne lui avait connue. Il avait compris que la plus grande richesse qu'il ait jamais créée, elle n'était pas cotée en bourse. C'est pour continuer à partager des histoires où la dignité triomphe que votre abonnement nous donne la force de poursuivre notre mission.